Bonjour, bienvenue dans Classé 18+, salut Médoc. Yeah, Thierry. Bah, déjà bonne année à tous, c'est la première de 2013. Donc comme vous le savez, l'actualité jeux vidéo, ça se tasse un petit peu en général en début d'année. Donc on a quelques sorties mais pas grand chose. En gros, ça va repartir fin février, début mars. Ouais. Bon, là on va avoir vraiment du lourd et énormément de 18+. Comme on a pu le constater avec les jeux top, par exemple réalisés et que vous avez pu voir pendant les vacances, il y a eu beaucoup de 18+. Ça va continuer, ça va bien commencer en ce début d'année. On a déjà pour ce 18+, quelques titres qui pas inintéressants, qui pourront peut-être, pas sûr, mais être sélectionnés pour le jeu top de la fin d'année. Tu vois, je m'embarque quand même. Alors, mais t'as raison, un petit peu. parce qu'il y en a peut-être. Il y en a peut-être ? Ouais. Ok. Bon, on va voir ça tout de suite avec le sommaire. Et on commence ce classé 18+ avec la critique d'Anarchy Reigns, On enchaîne avec la critique de Ninja Gaiden 3 sur Wii U. suivi du tout premier 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+ de l'année 2013. Et on termine avec la critique de DMC Devil May Cry. Mais tout de suite, Les news. On attaque ces news 18+, avec des histoires de gros sous et la triste liquidation des actifs de l'éditeur THQ. Comme vous le savez sans doute, THQ est en dépôt de bilan et a mis aux enchères, au cas par cas, ses différentes licences, voire même des studios de développement à part entière. C'est le groupe allemand Core Media qui a fait l'acquisition des droits de Saints Row et Metro, en profitant même pour acquérir le studio Volition, développeur des Saints Row. En concurrence avec Ubisoft, il a finalement acquis Volition et sa licence 18+ phare pour 22,3 millions de dollars et la licence Metro pour 5,8 millions. L'éditeur français s'est quant à lui rattrapé en acquérant le projet South Park The Stick of Truth pour 3,2 millions de dollars ainsi que le studio THQ Montréal pour 2,5 millions, récupérant ainsi les projets en cours de Patrice Desilets, ex-directeur créatif d'Ubi Montréal, à l'origine de la saga Assassin's Creed. Finalement, Patrice Desilets n'aura quitté Ubisoft que 2-3 petites années. Toujours dans la catégorie 18+, la licence Homefront a été récupérée par Crytek pour un peu plus de 500 000 $. A priori, ils étaient les seuls intéressés. On se demande bien pourquoi. Core Media, on en parlait justement, l'éditeur a récemment dévoilé des images de gameplay tirées de la version pré-alpha de Dead Island Riptide, prévue pour le 26 avril prochain. La suite du RPG survie, en vue subjective, se situe toujours sur des îles tropicales infestées d'infectés. Infestées d'infectés, pas mal. Des zombies donc, mais des zombies qui vous foncent dessus à toute berzingue. Parmi les nouveautés présentées dans ce montage de séquences de gameplay commenté, on aperçoit l'un des nouveaux véhicules promis, un bateau qui permet ici de transporter des Gatling afin d'en équiper son refuge. Cet abri s'avère situé au-dessus de tunnels inondés qu'il conviendra de vider en activant un système de pompage. Et ce faisant, le bruit attirera des vagues de zombies qu'il vous faudra repousser. Cette mission n'est pas sans rappeler le gameplay proposé dans le mode zombie des Call of. Il conviendra en effet de se préparer du mieux possible en posant des pièges, des mines, des grilles de protection et les Gatling récupérés. Une fois les pompes activées, les zombies débarquent et il faut les repousser tout en protégeant ses alliés. Les attaques de zombies sont entrecoupées de petits moments de répit qui permet de rafistoler un minimum son abri, mais comme dans le Dead Island original, ça se finira de toute façon au corps à corps, façon gladiateur de l'extrême. Une feature intéressante dans le cadre global du jeu, même si cette dernière n'a rien de novatrice. En tout cas, visuellement, même s'il s'agit ici d'images tirées d'une pré-alpha, on ne peut pas dire que ce soit très impressionnant et on reste très loin d'un Far Cry 3. You want to touch me? Come on. Sega a annoncé que Bayonetta serait téléchargeable sur le PSN dès le 30 janvier prochain pour environ 15 €. L'occasion de découvrir cet excellent beat'em all trashy à petit prix pour tous ceux qui étaient passés à côté, et ils sont nombreux, lors de sa sortie physique début 2010. Sachez que ce même 30 janvier, GTA Vice City sortira également sur PSN dans la collection PS2 Classics. Le FPS free-to-play d'Ubisoft, Ghost Recon Online, vient de s'enrichir d'une nouvelle extension, téléchargeable gratuitement, bien évidemment. Cette mise à jour, la 10.0, propose le nouveau mode de jeu défense, la carte Balaclava, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité permettant de s'affronter entre clans. Le mode défense permet à deux équipes de s'opposer pour le contrôle d'un point sur la map, qu'elles devront ensuite défendre, d'où son nom. Secure the bridge. Okay, heat it up. Get in quick, on your left. Target down. Taking fire. Pressing fire. You got 3 on your left. Roger. That's a kill. On Emergence Day, Sarah cracked open and hell came bubbling to the surface. La sortie de Gears of War Judgment, calée au 19 mars prochain, s'approche tout doucement. Cette nouvelle bande-annonce gameplay, elle, baptisée The Guts of Gears, fait dans le bruit et la fureur. On y découvre les missions déclassifiées qui permettront de revivre in-game certains des événements ayant mené Bird et sa team devant la cour martiale.
Ces défis sont à débloquer et imposent aux joueurs un challenge précis, l'obligeant le plus souvent à se focaliser sur une arme précise. Si vous ne les jouez pas, il sera impossible d'obtenir les 3 étoiles de fin de mission, étoiles qui vous permettront de débloquer tout un tas de trucs, dont de nouveaux personnages. On en apprend également un peu plus sur le nouveau système de respawn évolutif qui modifiera dynamiquement l'apparition des ennemis. Le Rager, par exemple, l'un des nouveaux locustes de Gears of War Judgment, pourra passer en mode berserk à tout instant. Pour la contrer, il sera possible de réaliser un headshot au beau milieu de sa transformation. Un bon paquet de nouvelles armes feront leur apparition, bien sûr, mais on retiendra surtout la possibilité d'utiliser un bouclier d'une main tout en tirant avec l'autre. La campagne inclura aussi de manière dynamique des passages typés Horde où il faudra survivre à une série de vagues d'ennemis. Plus frénétique, plus intense, People Can Fly semble bien parti pour réussir son pari, proposer un Gears of War encore meilleur que ceux développés par Epic Games. All these lovely monsters take orders from General Khan, maybe the most dangerous locust we've ever faced. Let's shut that mouth of his! Oh yeah! Get ready to move, Kilo! L'exclusivité du très bon Resident Evil Revelation sur 3DS n'aura finalement été que provisoire. Capcom a en effet confirmé l'adaptation du jeu pour mai 2013 sur PS3, Xbox 360, PC et Wii U. L'éditeur nous promet des graphismes haute définition améliorés, avec des effets de lumière et une ambiance sonore retravaillée. Le mode raid sera également enrichi de nouvelles armes et personnages, tandis que du contenu additionnel comprenant entre autres un nouvel ennemi et des modes de difficulté supplémentaires sera inclus dans cette version console de salon. Doth read that which was manifest unto mine eyes. On savait déjà que la collaboration entre Grasshopper et les studios Kadokawa ne s'arrêtait pas uniquement à Lollipop Chainsaw et qu'un autre titre dirigé par Maître Suda Goichi était en préparation. Voici donc aujourd'hui le tout premier trailer de Killer is Dead. Un trailer qui réunit l'intégralité des ingrédients du succès d'un jeu 18+, avec du sexe, du sang, des katanas et des robots. Si en voyant ces images, on ne peut évidemment pas s'empêcher de penser à du Killer 7 ou encore du No More Heroes, on nous assure que Killer is Dead n'est en aucun cas une suite. On a là affaire à une nouvelle licence donc, mais qui ne part pas de zéro, puisque les nombreux feedbacks concernant Lollipop Chainsaw ont semble-t-il grandement aidé au développement de Killer is Dead. On incarnera ici Mondo Zappa, un exécuteur propre sur lui, chargé d'éliminer les criminels les plus retors, le tout à l'aide de son katana évidemment, mais aussi de son bras cyber augmenté qu'il peut utiliser en tant que foreuse, ou même en tant que flingue quand la situation le demande. Victor, l'antagoniste principal, arbore quant à lui un style de Mozart complètement foutu et manipule les émotions humaines grâce à la musique. Manifestement gore, définitivement stylé et proposant une galerie de personnages à première vue très inspirés, on attend pas mal de ce Killer is Dead. On en saura de toute manière un peu plus dans les semaines à venir, ce tout premier trailer nous annonçant déjà le personnage sur lequel la prochaine vidéo s'attardera. Oh no no no! I lost Coco, man. You made me lose Coco. Téléchargeable pour environ 10 €, le pack de luxe destiné à Far Cry 3 comprend 6 nouvelles missions solo, un nouveau personnage, Urk, spécialisé en singe explosif. Oui, vous avez bien entendu. Oh, this is not cool, Coco. Mais aussi 2 nouvelles armes et 4 nouveaux animaux à traquer en solo, ainsi que 2 nouvelles armes dédiées aux multijoueurs. De quoi prolonger son séjour sur les îles tropicales de l'excellent FPS Open World d'Ubi Montréal. Snag them diamonds, okay? This is all you, man. Swim in, boat in, whatever. And when you get there, I'll tell you where to plant the explosives. Here's your C4. Good luck, man.
Créé par le studio Visceral Games, responsable de la série Dead Space, Army of Two, le cartel du diable, promet de dépoter sévère. Il faut dire que ce titre est le premier de la série à être développé sur le moteur Frostbite 2. Salem et Rio laissent leur place à Alpha et Bravo qui s'opposeront à un cartel mexicain. Si l'on en croit ces images, ce TPS coopératif ne fera pas dans la dentelle et proposera une nouvelle fois de jouer à deux en split screen local ou en ligne. You're our backup! You waiting for somebody else? Get to the truck! Adios. Drive straight! Is it lunchtime yet? Yeah, I could go for a taco. RPG! Get down! Close! Serious Sam Double D XXL est une version run and gun coop de la licence Croteam. Le développeur de la série, sous sa forme FPS, laisse ici le champ libre à un nouveau studio, Mommy's Best Games, remarqué par l'éditeur Devolver Digital pour ses productions XNA, le service de téléchargement de jeux indépendants de la Xbox 360. Ils sont en effet responsables de l'excellent Shoot 'Em Up, l'un des titres les plus appréciés de la plateforme. Devolver Digital, quant à eux, ils se sont fait un nom en éditant l'excellentissime Hotline Miami. Serious Sam Double D XXL n'est pas sans rappeler plusieurs autres titres XBLA comme Matazard Bloodbath and Beyond et Shoot Many Robots. Deux run and gun délirants, très redneck rampage dans l'esprit. Le titre de Mommy's Best Games, lui, privilégie un look 2D et reprend l'humour non-sensique de la série durant 21 niveaux, entrecoupés de 3 niveaux à bord de véhicules. Une trentaine d'armes sont annoncées, plus 6 niveaux en un contre un, permettant de jouer avec Serious Sam et Dan Huff Huffington. Ça nous a tout l'air d'être du grand n'importe quoi, mais qui sait, on n'est pas à l'abri d'une surprise. La critique complète dans un mois dans Classé 18+, quelques jours après la sortie du jeu sur XBLA, pour 800 points Microsoft. Well, hope you hate your face. Cause it's about to get rearranged, essay. Fist kick! Voici maintenant le dernier trailer en date de Aliens Colonial Marines. Un trailer qui a suscité pas mal de réactions négatives au sein de la communauté, principalement à cause de ce monologue maladroitement galvanisant qui semble mettre tout en œuvre pour donner une dimension ridicule à ces images pourtant prometteuses. Heureusement, d'après Gearbox Software, la voix du trailer n'est pas issue d'une phase de jeu, mais a été spécialement commandée pour cette vidéo. Sur une note plus sérieuse, on attend évidemment de cet Aliens qu'il nous installe une ambiance nerveuse, tendue et oppressante, à l'instar de la franchise dont il est issu. On reste toutefois méfiant, le jeu ayant été repoussé à plusieurs reprises pour des raisons plus ou moins valables. First, if it moves, kill it. If it's not moving, kill it again. Prévu pour le 12 février prochain sur PC 360 et PS3, on attend surtout des nouvelles de la version Wii U qui, d'après Randy Pitchford, le boss de Gearbox, devrait être la meilleure version de toutes, avec entre autres une utilisation du gamepad façon capteur de mouvement. Et force est de constater que cette idée est effectivement sexy. You don't die unless I give you a direct order. And remember, we're not just fighting for the human race. We're fighting for the title of baddest motherfuckers in the galaxy. That's a battle I intend to win.
Et on termine ces news avec un mini-trailer consacré au solo, une fois n'est pas coutume, de God of War Ascension. Un jeu qui peine à susciter l'enthousiasme que mérite pourtant la série PS3. Ah, et si on ne parle pas de Cyberpunk 2077, dont vous avez sans doute vu le sublime teaser CGI sur le net, c'est normal, c'est Médoc qui a gagné. Et il en parlera dans l'EXP de dimanche prochain. C'est un RPG après tout, alors c'est logique, même s'il est clairement 18+, de chez 18+. Ouais, je suis un peu dégoûté. Après ces news clairement jeux vidéo, on va parler d'autre chose, mais malheureusement pas tout à fait, parce que c'est malheureusement lié un petit peu aux jeux vidéo. Ouais. C'est une vidéo sur un système d'une start-up qui s'appelle Tracking Point, et c'est Seb qui nous a fait découvrir cette vidéo, qui nous a fait un tout petit peu flipper à la rédaction. Donc en gros, c'est une start-up américaine qui a créé une arme à feu à visée automatisée, assistée par ordinateur pour être exact. Donc en l'occurrence, c'est un Linux embarqué. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a son énorme flingue. Donc on vise, genre, bon, c'est pour les chasseurs, donc on vise un animal. À partir de là, il est loqué, l'animal, et on ne peut appuyer sur la détente que si on est pile poil ensuite sur l'animal lui-même. Que si on est sûr de fraguer, quoi. Exactement, on est sûr de fraguer la pauvre gazelle. Ouais. Et ensuite, il y a possibilité pour les gens qui sont connectés sur iOS avec une tablette ou autre, juste à côté, de regarder en mode spectateur, comme dans Quake, ou n'importe quel FPS, de regarder un petit peu genre ce que fait son pote avec le gros gun, genre en train de shooter le pauvre guépard. Et voilà, bah, quelque part, ça fait flipper parce que ça, évidemment, c'est une feature qu'on voit dans la plupart des FPS. C'est du pur jeu vidéo, mais collé à la réalité. Et c'est clairement, c'est une dérive, et puis en même temps, ça fait un petit peu peur, parce que tu te dis genre, ok, les chasseurs ont ça, mais ensuite on va partir ça. Évidemment, on peut faire ça avec n'importe qui, n'importe quoi. Donc ça peut être genre, imagine, genre un jour, on a quelqu'un qui va utiliser ce système-là pour ensuite aller buter je ne sais pas qui, genre en pleine ville, c'est une catastrophe, parce qu'une nouvelle fois, ça va retomber sur le jeu vidéo, et ça fait chier, quoi. C'est n'importe quoi. Donc on sait évidemment que y a pas mal quand même de boîtes de jeux qui se font aider par des soldats pour tout ce qui est conseil, pour être super réaliste, etc. Et qu'il y a un échange, donc il y a une sorte d'échange qui se fait entre le milieu du jeu et le milieu militaire, de manière à ce que les jeux soient le plus réalistes possible. Donc on a des vraies armes, on a des upgrades qui existent, on a un peu d'anticipation avec les Ghost Recon par exemple, avec des futures armes, avec les drones, etc. On voit ça dans tous les Call of Duty. Et puis récemment, on a eu cette photo d'un soldat français au Mali. Donc je ne sais pas si vous avez vu ça, par exemple, dans Libé.fr, ils en parlaient. C'est une photo qui a été prise par un photographe de l'AFP. Et en gros, on voit un soldat français au Mali avec un masque en forme de tête de mort, qui est un masque de Call of. Ouais. Voilà. Et le mec, il pose comme ça, super fier. Donc il est en mission pour un truc ultra sérieux, genre dans un pays étranger. Et le mec, il joue. Il se met genre en scène comme s'il était un personnage de jeu vidéo. Alors c'est compliqué parce que nous, évidemment, systématiquement, on se positionne voilà, sur ce créneau qui consiste à dire non, attends, jeu vidéo, la vraie vie, il y a une différence. Non, a priori, le jeu vidéo, il génère pas de la violence, il va pas générer du mass murder, tout ça. Mais quand tu vois des trucs de ce style, ça nous met dans des positions délicates. Ça donne des cartouches en fait aux gens qui vont critiquer systématiquement le jeu vidéo. On voit ça encore récemment, il y a plein de sujets qui passent sur les grandes chaînes télé en France et qui critiquent le jeu vidéo une nouvelle fois. Ça revient à la mode, c'est systématique et quelque part il y a pas mal de gens qui font rien pour aider ça. En plus avec cette problématique de gun control en ce moment dont ils sont en train de parler aux States et tout, c'est vrai que c'est délicat. Oui, ils essayent, le gouvernement américain, justement de se rapprocher des éditeurs pour commencer à discuter avec eux, pour ensuite voir genre la violence dans le jeu vidéo, est-ce que ça a un impact ou pas, etc. Ensuite, il est clair que ce débat doit avoir lieu. Il y a d'ailleurs sur de nombreux magazines, des sites internet américains, des papiers ultra intéressants sur la violence dans certains titres récents comme Dishonored ou autres. Et les développeurs eux-mêmes sont intervenus pour expliquer leur point de vue, etc. Et c'est vraiment passionnant. On vous invite à aller consulter ces sites. Donc il y a par exemple le site Polygon qui en parle, le site Joystick, enfin sur la plupart des gros sites, des Structoid. Et c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être un jour de faire un extra live sur le sujet. Et il y a des choses à dire. Mais quelque part, là, pour l'instant, ça nous fait un peu chier. Et moi, c'est une nouvelle fois, j'ai plus envie quasiment de jouer aux jeux militaires à cause de ce genre de dérive, quoi. T'es là, genre, ok, moi je préfère les univers complètement barrés, un peu comme ce que nous fait Sudagoichi avec Killer is Dead. Genre, au moins, là, on est dans le délire le plus complet. C'est violent, mais c'est fun et c'est assumé ensuite avec une DA particulière, avec évidemment un humour millième degré, etc. Et la violence dans le jeu vidéo, oui, ça fait partie du truc. Mais il y a des choses à dire là-dessus. C'est sûr, t'as la violence façon Sudagoichi, donc un petit peu délire, un petit peu c'est marrant, tout ça.
Et puis de l'autre côté, bon bah t'as les Medal of Honor, les Call of, Warfighter, déjà tout plus ça. compliqué. Voilà, Tout simplement parce qu'ils essayent de se coller à la réalité et nous, avec le jeu vidéo, on a envie de s'évader. On n'a pas envie d'aller dans un pays étranger, là où il y a vraiment une guerre, et de jouer aux petits soldats virtuels. Évidemment. C'est un peu une catastrophe. Donc voilà. Mais on va parler de violence encore là. Mais on va parler de violence mais différente, et on va parler aussi de zone de confort. C'est une critique de Moguri. Je sais pas si tu as vu un petit peu, son intro est juste énorme. On vous invite à voir cette critique, c'est excellent. Le concept de zone de confort se retrouve un peu partout. On peut l'appliquer à des domaines aussi variés que les interactions sociales, le sport, le milieu professionnel, le combat ou même l'art au sens large. Quoi qu'il en soit, cette zone correspond à un état ou un contexte optimal pour un individu donné. Un environnement dénué de tout stress ou gêne parasite. Ramené à l'art délicat de la critique vidéoludique, ce concept englobe très certainement tous les jeux faciles à appréhender, et ils sont finalement assez nombreux. C'est tuerie absolue autant que ses ratages calamiteux, ou même ses titres résolument... ouais. Autant de petits cadeaux des dieux qui nous laissent bien à l'aise dans nos convictions. On y joue, on s'en fait une idée très claire, et on éclate ensuite la critique sans jamais douter de son bien fondé, parce que c'est notre métier. Et on les enchaîne. On est content, on se félicite d'avoir le nez, de savoir cerner un jeu de plus en plus facilement. Attends, t'es gentil, ça fait quand même un bout de temps qu'on est dans le métier. C'est normal, on sait. Et puis, voilà qu'un jour débarque un petit rigolo du genre d'Anarchy Reigns. Le truc n'a strictement rien à faire de ta zone de confort. Il débarque, il est bien, il est pas bien... tu sais pas. Croyez-le ou non, c'est absolument flippant. On le finit, on le squatte, longtemps, on essaye désespérément de le ranger dans une case, de l'inviter dans notre environnement rassurant de critiques péteux super confiants. Mais rien n'y fait, le jeu ne veut rien entendre. Il nous attend sagement au dehors, là où tout est flou. Il fait froid et sombre là-bas. On n'a pas envie d'y aller, mais on est obligé. Alors on y va, en espérant que ceux qui disent qu'il est indispensable de savoir sortir de sa zone de confort pour évoluer ont raison. Et on se rassure un peu en se disant qu'Anarchy Reigns est finalement lui-même une sortie de zone de confort pour Platinum Games. Après 4 jeux sous contrat avec Sega, la compagnie s'est imposée comme une spécialiste du jeu carré en solo. Bayonetta, Mad World aussi, mis à part quelques minigames, Vanquish et même Infinite Space, ils partagent tous le fait d'avoir dit non au multi à une époque où tout le monde semble ne jurer que par lui. Mais c'est manifestement dans ses expériences solo, mi-intimistes, mi-old school, que le studio se sentait à l'aise. Et puis 4 jeux, comme les 4 feuilles d'un trèfle, portent bonheur. Difficile de faire plus confortable pour une entreprise composée essentiellement de transfuges de feu Clover Studio. Pourtant, il est annoncé fin 2010 que la collaboration avec Sega donnera naissance à un 5e jeu. Ce jeu, c'est donc Anarchy Reigns, ici présent, soit un beat'em all résolument orienté multi. Et c'est donc déjà surprenant de la part de Platinum, qui y inclut quelques-uns de ses anciens héros, comme pour l'accompagner dans ce voyage vers l'inconnu. Surprenant et très inquiétant de premier abord. Car avant de profiter pleinement du multi, il faudra se coltiner un mode story vraiment pas beau à voir. Divisé en 5 actes, celui-ci narre les tribulations peu passionnantes de 2 clans lancés à la poursuite du même Max, ancien agent de police aujourd'hui recherché pour le meurtre de sa femme. Le camp blanc est composé de ses anciens collègues, tous à moitié robots comme lui et tous au service du gouvernement. Le camp noir de son côté rassemble des personnages issus de Mad World avec le très bourrin Jack Cayman en tête de file. Ces 2 équipes possèdent chacune leur scénario et après avoir fini les 5 actes avec l'une d'entre elles, on reprendra automatiquement au début avec l'autre. Le tout pour démêler une histoire assez classique et surtout incroyablement mal racontée. À part quelques séquences bien over the top, peu aidées par une réalisation médiocre et une mise en scène mollassonne, tout passera par des dialogues statiques, plats, longs et impossibles à passer. Des dialogues qui se permettent en plus le luxe d'afficher une synchronisation labiale à la rue et une traduction complètement farfelue. Couplé à une progression tout à fait barbante, basée sur un enchaînement de missions absolument pas originales, ce triste constat fait du mode solo d'Anarchy Reigns un véritable calvaire.
un calvaire qui pourrait suffire à décourager de nombreux joueurs, puisqu'il n'incite de plus jamais à creuser un gameplay d'apparence très simple. S'il en était resté là, Anarchy Reigns aurait été un de ces gros ratés regrettables, mais très aimables dans leur manière de laisser le testeur dans sa zone de confort. Et puis, vient l'heure du multi. Le multi donc, qui nous permet d'utiliser tous ces personnages débloqués laborieusement en solo, dans 11 modes différents, auxquels pourront s'ajouter 2 autres disponibles en DLC. Si bon nombre d'entre eux s'avèrent très classiques, les Team Deathmatch et autres captures de drapeaux suffiront déjà à se faire une toute autre idée du gameplay du titre. Cette palette de mouvements, bien trop maigre en solo, devient largement plus intéressante dès lors que les adversaires humains disposent de la même. On apprendra alors à savoir utiliser ses coups faibles et puissants correctement et à mémoriser les quelques variations de combos disponibles. On veillera à bien gérer sa jauge d'attaque spéciale rechargée en attaquant normalement, pour pouvoir la mettre à profit au bon moment. On accueillera l'arrivée du dévastateur mode Ravage comme une véritable bénédiction. On apprendra que les différents objets à récolter sur le champ de bataille, parfaitement anecdotiques en solo, deviendront des armes ravageuses entre les bonnes mains. On tâchera d'enchaîner les victimes sans se faire avoir pour devenir plus puissant jusqu'à ce qu'un ennemi parvienne à nous mettre KO. Et alors, même ces catastrophes aléatoires venant ravager un stage de manière intempestive, fatigante en solo, deviendront une délicieuse source de tension. Et finalement, on se met à accrocher petit à petit sans s'en apercevoir. Le mode story n'est plus qu'un mauvais souvenir alors qu'on apprend progressivement à bien dissocier chacun des 17 personnages ou à faire bon usage des différentes compétences débloquées au fur et à mesure des parties. Viennent ensuite les modes plus exotiques au sommet desquels trône le Death Ball. Celui-ci propose à 2 équipes de pratiquer une sorte de handball ultra-violent, avec juste ce qu'il faut de stratégie et d'attaque spéciale pour le rendre délicieux. Le tout baignant, et c'est une constante absolue, dans le bordel le plus complet. Et donc oui, on s'amuse. On peut aller jusqu'à s'amuser terriblement, même si une bonne partie de ce qui alourdit le mode solo reste vérifiable en multi. Anarchy Reigns reste assez mal réalisé. Il n'est pas exempt de bugs gênants non plus, ni jamais très profond. Il peine à bien placer sa caméra, peut s'avérer assez laborieux à prendre en main, notamment dans la manière qu'il a de gérer les esquives. On ne manquera pas non plus de pester contre les shops et leur portée complètement surréaliste. La difficulté de trouver des parties fluides en dehors du territoire européen, ou encore le caractère redondant de plusieurs modes de jeu. Et pourtant, le fun et le plaisir sont là. Seulement, ils ne sont pas tant imputables à un gameplay parfaitement maîtrisé, ni à un jeu bien peaufiné, qu'au simple principe de compétition. Quand on se fait rudoyer par un autre joueur, on a systématiquement envie de lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est normal. Anarchy Reigns nous en laisse tout le temps la possibilité, et c'est en cela qu'il peut être jouissif. Parce qu'on pourra toujours décider, et même si c'est en pleine partie de Death Ball ou de Capture the Flag, que le véritable objectif est de rendre la monnaie de sa pièce à ce jeune impudent et son perso cheaté. Et parce qu'on a 30 manières de faire ça salement. Alors voilà, on y est. Nous sommes arrivés à la conclusion, et Anarchy Reigns est toujours un mystère. À de nombreux égards, il apparaît comme raté, bâclé, sans intérêt ou plein d'autres trucs en et pas spécialement reluisants. Et pourtant, il peut s'avérer tout ce qu'il y a de plus fun et addictif. Il n'est même pas moyen dans l'absolu, mais fait simplement cohabiter un peu n'importe comment des éléments brillants avec d'autres points tout ce qu'il y a de plus désagréable. En tant que réalisation, que travail rendu, il échoue bien souvent. Mais en tant que jeu au premier sens du terme, il réussit au contraire. Simplement en laissant s'exprimer nos plus bas instincts compétitifs ou revanchards. Comme une sorte de main chaude à l'échelle du jeu vidéo. C'est basique, c'est débile, ça a plein de mauvais côtés, mais on en redemande parce qu'il est hors de question que l'autre en face s'en tire sans douleur après nous avoir défoncé la paume comme ça. Et ce sont donc avant tout ces joueurs et leurs conditions humaines qui rendent Anarchy Reigns plaisant. Platinum Games n'a pas fait grand chose de plus que nous dire « Tenez, regardez, battez-vous, c'est rigolo !» Mais en l'occurrence, ça suffit. Ou pas. Je sais plus. Je suis si loin de ma zone de confort maintenant. J'ai froid. J'ai peur. Je sais même pas si je saurais y retourner. Anarchy Reigns m'a battu. Pardon. C'est marrant cette histoire de zone de confort parce que moi ça me parle carrément. Ouais. C'est un peu le plateau juste avant
la critique, où on parlait de la violence en jeu vidéo. Je suis pas dans ma zone de confort. Ouais. C'est clairement parler des militaires, des dérives, etc. C'est un truc qui fait flipper. Et moi, j'aime pas ça, quoi. Ouais. J'aime pas ça parce que quelque part, ça salit notre média, qui est juste génial. Et donc, c'est des histoires, ça me gonfle. J'aimerais qu'on parle que des bons jeux, qu'on parle que de Journey, qu'on parle que de trucs cool, qu'on parle que de 3 minutes pas plus. Malheureusement, ça aurait été une transition parfaite pour lancer un 3 minutes pas plus, mais ce n'est pas le cas. On va encore rester dans la violence. Ouais. Et une violence assez fun puisqu'on joue à Ninja. Et donc, c'est la version Wii U de Ninja Gaiden 3. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les ajouts sont vraiment intéressants? Est-ce que finalement le jeu est aussi bien, aussi beau que sur PS3? Bon, on va voir ça tout de suite. Ninja Gaiden 3 Razor's Edge est clairement la meilleure version disponible de ce titre développé par la Team Ninja. Le studio s'est en effet attaché à corriger de nombreux défauts constatés par les joueurs et la presse pour finalement proposer une version Director's Cut très complète. Pour rappel, le jeu original, sorti en mars 2012, ne proposait au départ qu'une seule et unique arme de base, en plus de l'arc et des shurikens, avant qu'un feedback massivement négatif de la communauté de fans ne force le développeur à ajouter 2 nouvelles armes gratuitement via un petit update. Ces 2 armes supplémentaires sont ici disponibles, ainsi que 3 autres inédites, le double katana, le bâton et le Kurazigama. Et les démembrements, absents des versions précédentes, font également leur grand retour. Côté magie, on retrouve les attaques Ninpo dans une version enrichie puisque désormais 3 magies différentes sont proposées. Mais la plus grosse nouveauté reste l'apparition d'un système de points d'expérience qui permettra de débloquer de nouveaux pouvoirs et d'améliorer armes et personnages via un arbre de compétences accessible sur l'écran du gamepad. Cet écran permet d'ailleurs de changer d'arme et de magie rapidement et sert globalement d'inventaire tactile. Plus d'armes, de magie et un nouveau système de progression. À ces ajouts manque évidemment l'apparition de nouveaux personnages. C'est chose faite avec une Ayame désormais jouable dans le mode histoire, avec quelques niveaux bonus en prime, tandis qu'un update a récemment ajouté Momiji et Kazumi, que l'on peut incarner dans le mode Contrée ténébreuse, ainsi que dans les nouveaux défis chapitres. La difficulté du jeu a également été revue à la hausse avec des ennemis plus résistants et des zones défis survie secrètes ont été ajoutées via un système de crâne de cristal à activer dans les niveaux. Mais malgré ces nombreux ajouts, le jeu reste fondamentalement le même. Bien qu'amélioré, le gameplay reste bordélique et porté sur le button machine et l'on devra faire avec une caméra souvent à la ramasse. Le level design, toujours aussi plat, enchaîne couloir et arène jusqu'à l'overdose durant la campagne solo, tandis que le mode combat de clan, jouable jusqu'à 8, s'avère très anecdotique. Pourtant, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge n'en reste pas moins un sympathique défouloir, fluide et intense, parfaitement jouable au gamepad comme avec la manette Pro. De Beat'em All Lambda, Ninja Gaiden 3 est passé à celui de Beat'em All Lambda ++ sur Wii U et c'est déjà pas mal. Amazing. Such power. Et puis comment ne pas apprécier la possibilité de faire rebondir la poitrine des héroïnes durant les cinématiques en secouant le gamepad. Du fanservice prépubère tardif, mais tout de même bienvenu, soulignant la volonté de mieux faire inhérente à ce portage. Something I need to finish first. Take care. Donc c'est cool, apparemment ils ont mis les membres qui se coupent ça dans c'est ce violent, Ninja Gaiden. c'est Ah, du ouais, bonbon bien. 18+, alors que le précédent était quand même un petit peu limite là-dessus, Ouais, même si ouais. ça restait extrêmement sanglant. Donc là, c'est plutôt rigolo, quoi. Ouais, Donc, c'est vous avez cool. vu ça dans la critique. C'est cool, c'est cool. Avec ces effusions de sang, je crois qu'il est temps de faire un Trop truc. de violence, ouais, il faut faire quelque chose, je sais pas. Je sais pas qui a eu l'idée quand même de 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et c'est quand même brillant, parce que dans cette émission, c'est une nouvelle fois, c'est une bouffée d'air frais, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Et là, en l'occurrence, on va parler, c'est un jeu qu'on a déjà traité dans 3 minutes pas plus, mais il y a très longtemps. Il était sorti sur WiiWare, et à l'époque, il s'appelait Escape Vector Chapter 1. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de Chapter 2, ni Chapter 3, il n'y a rien eu, parce que sur le WiiWare, il n'y a rien. C'était la fin de la Wii, de la plateforme de téléchargement sur Wii. Et donc là, il ressort sur 3DS avec juste 5 fois plus de contenu. Et c'est vraiment excellent, c'est un mélange entre Kix et Pac-Man. Donc on dirige une espèce de petit boomerang sur des figures géométriques et on trace des traits de manière à capturer des cellules. On est dans un processeur et c'est clairement super addictif, super riche, énorme rejouabilité. On va voir tout ça avec le 3 minutes pas plus, franchement ça vaut le coup. C'est en octobre 2011 que nous avons consacré 3 minutes pas plus à Escape Vector Chapter 1. Sorti sur WiiWare, ce premier chapitre n'a finalement accueilli aucune suite, la faute à l'état de délabrement dramatique de la plateforme de téléchargement Nintendo en fin de vie de la Wii.
Pourtant, ce mélange de puzzle game et de réflexes, à mi-chemin entre Pac-Man et Kix, avait du potentiel. C'est donc avec un immense plaisir que nous avons joué à Escape Vector sur 3DS, qui n'est pas tout à fait une conversion ni tout à fait une suite, mais bien les deux à la fois. Pour faire simple, le jeu, qui devrait également être téléchargeable sur PS Vita au moment où vous verrez ces images, propose 5 fois plus de contenu. Cette nouvelle version aligne en effet 150 niveaux éparpillés dans 27 zones, contre 30 niveaux et 5 zones sur WiiWare. Des classements en ligne ont également été ajoutés, ainsi qu'un système de points d'expérience, des wildcards permettant de doubler ses points sur un niveau donné, ainsi que de nouveaux pouvoirs à débloquer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Escape Vector et ou ont la flemme d'aller voir le 3 minutes pas plus consacré à la version WiiWare sur No Life Online, shame on you, on va rapidement en rappeler le principe. Vous êtes Vector, une entité assez mystérieuse, prisonnière d'un processeur. Sa longue captivité lui a fait perdre la mémoire et ses pouvoirs. En progressant dans le jeu, elle retrouvera petit à petit les deux et dialoguera avec vous afin de vous donner des conseils, des informations et de nouvelles compétences. Au début, vous n'aurez qu'à diriger ce petit boomerang sur les lignes formant les cellules du CPU. L'objectif est de capturer toutes les cellules du niveau en repassant sur leur contour de manière à faire apparaître la sortie, voire de nouvelles cellules qui, une fois coloriées, dévoileront une sortie alternative qui peut être un raccourci ou un passage vers une zone bonus. Rapidement, les systèmes de sécurité du processeur se mettront en branle et il faudra éviter des sentinelles ou se jouer d'obstacles divers comme des portes électrifiées. D'où la présence de compétences à débloquer, comme des bombes ou un boost qui pourront être upgradés en gagnant de l'expérience et rechargés en capturant une cellule. Ce système de recharge apporte d'ailleurs une petite dimension tactique au puzzle très intéressante au gameplay du jeu, tout comme les zones de respawn qui influent en temps réel sur le parcours idéal du joueur et sa capacité à finir le niveau dans le temps imparti. Parmi les nouveautés, on trouve également 2 nouvelles capacités, comme un boost bélier, le boost net, qui permet de charger portes et ennemis sans exploser lamentablement. Vector Escape n'est pas un jeu facile et nécessite une concentration de tous les instants, d'autant plus que la vue affichée est des plus réduites et qu'il n'est pas évident d'anticiper les déplacements des sentinelles ou la présence de tourelles. Alors oui, on a une gâchette pour dézoomer, heureusement, mais on aurait aimé ne pas être obligé de la maintenir tout le temps pour simplement jouer en mode dézoom. Bon, ceci dit, il est parfois utile de jouer avec la vue resserrée, ne serait-ce que pour mieux observer la cadence de tir de certaines tourelles balançant des rafales de boulettes. Au final, on ne peut que vous conseiller de télécharger Escape Vector pour sa durée de vie, son excellente rejouabilité, son concept aussi et ses graphismes à la Tron. Un très bon jeu téléchargeable. Alors, Mortel, ton 3 minutes pas plus, Thierry. Alors, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que ce mois-ci, on aurait dû avoir un Showtime. Voilà, pas ce dernier 18+, on n'a pas eu de Showtime. Donc là, on devait avoir un Showtime. Simplement, il y a eu des événements qui font que ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Non, plus sérieusement... Pour l'instant, j'ai toujours pas de justification. Les spectateurs non plus. Non, mais sincèrement, c'est du manque de temps. Là, pour le coup, j'ai pas eu le temps, on a réenchaîné sur la rentrée, tout ça. J'ai pas envie de me faire plaindre, mais je suis tombé malade. Peut-être ta vie est difficile. Voilà, je le dis, je suis honnête avec les téléspectateurs. J'ai été frappé par une maladie. J'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Normalement, vous auriez dû avoir votre dose de boob ce mois-ci. Mais voilà. Mais faites-moi confiance. Un petit peu avec la critique qui suit. D'une et de 2, mais le prochain 18+, j'ai même pas envie d'être... Ça va être grave. Ça va être... On va mettre moins 18. Non. non, pas de Showtime. Mais il va tuer. Tu sais même pas. Toi, tu sais pas. Vous savez même pas. Teasing. Et en attendant, il y a une pure critique qui arrive et dont je me suis occupé. C'est celle de DMC, Devil May Cry. Lorsque les premières images du reboot de Devil May Cry nous sont parvenues, nous étions nombreux à craindre le pire. Peut-être parce que le développement de ce dernier avait été confié à un studio occidental, Ninja Theory en l'occurrence, qui n'était pas spécialement connu pour sortir des tueries systématiques. Peut-être aussi que cette pratique, de plus en plus courante, nous a traumatisés au point de fustiger le jeu avant même sa sortie. Et il faut avouer qu'avec des exemples comme Silent Hill Homecoming ou encore Front Mission Evolved, il y avait complètement de quoi baliser. On a ainsi bitché de longs mois sur ce reboot, ne se basant uniquement que sur des screens nous présentant une coupe de cheveux maladroite et un style de sac à douche. Et pendant ce temps, Ninja Theory continuait de développer son projet, sous les rires moqueurs, les pressions d'une fanbase qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, et cette méfiance complètement ostentatoire des journalistes. Dans un film américain, ce reboot serait cette jeune étudiante toute dégueulasse qui, une fois son potentiel activé, ses lunettes retirées et ses cheveux lâchés, se transformera en une grosse bombe que tout le campus veut finalement sortir. My name is Dante. Ce DMC rend plus qu'honneur au précédent Devil May Cry, il se permet de les surpasser sur certains points.
À commencer par l'histoire. Malgré la dimension reboot, on a toujours affaire ici au mauvais garçon qui botte le cul de démons avec style. L'histoire nous place cependant dans un setup un peu plus contemporain, alors que le mal s'est déjà installé et ronge peu à peu l'humanité. Disséminé un peu partout de manière insidieuse, il n'est visible que depuis les limbes, ce monde parallèle auquel seules quelques personnes ont accès. Dante fait partie de ces gens-là, et si pour lui Oxyre du démon dans les limbes relève de la routine, des événements majeurs et notamment des informations liées à son passé le pousseront à mettre un terme à cette menace. Dans cette histoire, on trouvera un personnage qui se cherche et qui finit par se trouver, des analogies de level 1 avec notre société de consommation, et probablement quelques scènes qu'on voudrait charger en émotions mais qui restent au final assez superficielles. Toutefois, la narration reste cohérente, soutenue par des comédiens compétents en VO, et surtout par un Dante bien badass, qui ne manque pas de faire montre de son inélégance à chaque occasion. You're not coming in. You're not on the list. De la vulgarité gratuite et naturelle qu'on valide volontiers, tant elle colle bien au personnage que l'on incarne. I am now. D'un point de vue game system, DMC Devil May Cry ne vient pas bousculer les bases auxquelles se sont habitués les fans de la série. On passe son temps à remplir des démons avec comme souci principal le désir de le faire de la manière la plus stylée possible. Le système de notation présent à chaque affrontement témoigne d'ailleurs de cette volonté et récompense les joueurs faisant preuve d'originalité et de variété dans leurs combos. Pour rudoyer correctement du démon, Dante commencera par se reposer sur ses armes fidèles, à savoir Rébellion pour la mêlée et Ebony and Ivory pour les flingues. Viendront par la suite s'ajouter d'autres armes tout aussi stylées, qui multiplieront de manière assez hallucinante les possibilités de combo dans la mesure où l'on peut switcher à la volée entre ces dernières. On peut ainsi commencer par Osiris, placer quelques taillades de Rébellion et terminer violemment avec Arbiter. A terme, Dante peut également attirer ses ennemis, le Demon Pool, ou se hisser vers eux, l'Angel Lift. Lorsque l'on sait que certains coups peuvent être cancellés, en mélangeant ces principes, on peut alors pratiquement s'inscrire dans un délire de combo infini, même si l'ensemble demande clairement un minimum de maîtrise. Toujours dans la bagarre, vous pouvez à l'instar des précédents épisodes, passer en mode Devil Trigger. Mais plutôt que de vous conférer simplement une force et une résistance accrue l'espace de quelques secondes, le Devil Trigger balancera également vos ennemis en l'air, les laissant sans défense. En utilisant le Demon Pool et l'Angel Lift, vous pouvez alors vous faire plaisir en toute impunité, avec la satisfaction supplémentaire de voir votre barre de vie remonter. Bien évidemment, toutes les armes présentes dans DMC peuvent être upgradées, afin d'augmenter l'efficacité de certains coups ou même de débloquer de nouveaux mouvements. Les orbes blanches récoltées sur les ennemis vaincus vous permettent ces upgrades, alors que les rouges s'échangent contre des items. Pour se faire de la monnaie, vous pouvez également compter sur la note obtenue à la fin de chaque stage, qui prend en compte vos points de style évidemment, mais aussi le temps que vous avez mis, le nombre de secrets trouvés, d'items utilisés et de vies perdues. Mais même si l'essentiel du fun se situe dans les affrontements, DMC ne propose pas que de la bagarre. Vous êtes en effet régulièrement amené à donner dans de la plateforme, soit pour atteindre des zones tendues, soit pour vous échapper d'une situation qui commence à tourner cacao. L'occasion pour Dante d'utiliser son Angel Lift et son Demon Pool dans un autre contexte. On imagine que cette dimension plateforme a vraisemblablement incité les développeurs à bien planquer tout un tas de secrets, parmi lesquels on trouve ces clés qui ouvrent les portes de défis. Ces derniers vous demandent par exemple de venir à bout de tous les ennemis en un temps donné, avec éventuellement d'autres conditions, comme l'invulnérabilité à certaines armes. D'une manière générale, la difficulté du défi dépend de la couleur de la porte ouverte, en sachant que le bronze est rentrable assez facilement, alors que l'or demande de la maîtrise. Ces défis, tous accessibles à partir du menu une fois découverts, vous donneront toutefois de belles récompenses, comme des items vous permettant à terme d'augmenter de manière permanente votre barre de vie ou de Devil Trigger. Il est bizarrement agréable de constater qu'après plusieurs années d'expérience dans le jeu vidéo, on est tout de même capable de se planter sur un feeling de départ. Et DMC Devil May Cry semblait partir avec de sérieux handicaps. Pourtant, ce reboot made in Ninja Theory n'a strictement pas à rougir face au DMC sorti jusqu'à maintenant. Le jeu arrive à la fois à proposer une expérience agréable pour le joueur qui veut simplement se détendre et du challenge bien sportif pour celles et ceux qui veulent obtenir du triple S à chaque stage. Le tout grâce à un système de combat intelligent qui permet de rentrer des actions spectaculaires et à une multitude de niveaux de difficulté qui garantissent une replay value sympathique.
Même si le dénouement est prévisible à plusieurs kilomètres, l'histoire est étonnamment plus mature, et il est assez difficile de ne pas trouver du charme au sale gosse que l'on incarne. On pourra éventuellement pinailler sur la technique parfois faible sur PS3, mais l'action intense compense l'ensemble. On apprécie donc clairement ce reboot, on salue les équipes de Ninja Theory qui ont su rester pros, malgré les trash talks dont ils ont fait l'objet, et on espère simplement se planter plus souvent dans ce sens. Bon alors, où est-ce que tu te situes par rapport à ce débat sur DMC Devil May Cry, sur le travail de Ninja Theory, sur est-ce qu'ils ont su respecter l'ambiance, l'univers, le gameplay de cette série mythique? J'ai clairement retrouvé foi en l'humanité. Normalement, quand tu as une série comme ça, créée par des Japonais et puis à un moment donné confiée à un autre studio occidental, souvent tu as des mauvaises surprises. Le prochain Lost Planet, il n'est pas encore sorti, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la grosse merde. Silent Hill, bon, on sait comment ils ont violé notre enfance avec le, comment il s'appelle, le 5 là, je sais plus comment il s'appelle. Le 5 c'est pas de... Homecoming. Homecoming avec de la grosse merde, et puis avec l'autre là, sur PSP, c'est ça? Non, j'en parle même pas, truc, ça, je veux pas savoir. Ou c'est un beat'em all. Sur Vita. Sur Vita, un beat'em all. C'est ça qui s'est pas vendu. Donc tu vois, c'est pas la première fois que des occidentaux viennent et puis violent de la licence. Là, on avait peur avec ce DMC, parce qu'on avait vu les premières images, on avait vu Dante, donc un nouveau Dante avec une gueule de con. Et en Ninja Theory a rien prouvé en plus. Et Ninja Theory a rien prouvé. Alors ils ont fait des trucs, Ninja Theory, hein. Il me semble qu'ils ont fait des trucs. Sword, oui, voilà, ils ont fait ensuite Enslaved. Mais c'était pas au top. C'était pas ça. C'était pas au top, mais il y avait une volonté de faire quelque chose. Il y avait un univers. Et il y avait un univers. Et puis là, il a suffi de mettre un petit coup de ciseau sur sa mèche de con, et puis d'attendre un peu, et puis de prendre un petit peu de recul pour se rendre compte que, en plus d'avoir respecté plein de codes propres à la série, ils ont clairement apporté un nouveau Dante et qui au final, je le trouve vraiment plus intéressant. Je le trouve, alors là, truc, bon, j'ai rien à foutre, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent les jeunes, j'ai rien à foutre, qu'est-ce que tu vas faire? Je le trouve plus classe que le Dante avec ses cheveux blancs. Okay. Et d'ailleurs, bon, je le dis dans la critique, mais il y a un petit passage où tu le vois à un moment, il se passe des trucs et tout au début du jeu, et puis il a une perruque et avec la coupe de l'ancien Dante. Puis regarde, et puis il y a un truc du style, mais jamais de la vie, quoi. Donc les mecs ont du recul, les mecs ont de l'humour, et ils ont fait vraiment un très bon taf. On lui reprochait plein de trucs. On lui reprochait évidemment son nouveau Dante, mais aussi on lui a reproché une certaine facilité par rapport aux autres. Alors je suis pas du tout d'accord, d'autant plus que t'as 1 milliard de modes de difficulté. On lui a reproché plein de trucs, et au final, non, Ninja Theory, ils ont fait un bon taf, c'est un très bon reboot. Il n'y a aucun problème. Si c'est pour faire des trucs comme ça, il n'y a strictement aucun problème. Donc, je suis un petit peu content. Je suis un petit peu content de m'être trompé pour le coup sur ce truc-là. Il y a un autre jeu pour lequel on a des doutes un tout petit peu, c'est Dead Space 3. On espère qu'il fera l'objet d'une critique dans 15 jours. On aura également un reportage consacré à Tomb Raider, un autre reboot. Donc on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est toi qui t'étais occupé de l'interview. Et puis on aura aussi Showtime, on aura un 3 minutes pas plus que j'annonce tout de suite. Le 3 minutes pas plus, il va te tuer. Ça va être un truc énorme. Énorme. Ça, déjà comme ça, je me vends, quoi. D'accord. Donc ça va être cool. Et donc, on se retrouve dans 15 jours et vous pourrez juger par vous-même. Salut tout le monde.